C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux, même si vous êtes un peu mouillés, pour certains d'entre vous. Merci beaucoup de vos paroles d'accueil auxquelles j'ai été très sensible. Et bien entendu, vous embrasserez Martine affectueusement de ma part. Vous faites tout en public, vous voyez. Merci à Gabriel d'avoir accepté d'être le modérateur de cette rencontre. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce que je vais vous dire et ce que nous allons échanger puisse contribuer dans ce débat sur la laïcité à ramener, c'est peut-être une ambition excessive, mais je continue à penser que c'est possible, un peu de sang-froid, un peu de calme, un peu d'objectivité, au lieu d'avoir des débats qui frôlent l'hystérie en permanence, et où d'ailleurs on aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Plus que dans d'autres débats politiques, les mots sont des armes. Les mots ne sont pas faits pour essayer de comprendre une réalité ou de la décrire, mais pour disqualifier celui qui ne pense pas comme vous, en tout cas d'une partie des gens qui prétendent défendre la laïcité. Donc essayez d'apporter un peu de clarté, un peu de repères, et vous donner des outils, comme militant de la Ligue des droits de l'homme, que je remercie beaucoup d'avoir organisé toute cette semaine, et pas seulement la soirée que nous partageons maintenant, des outils pour vous situer, pour comprendre, pour faire votre propre opinion. À la vigie de la laïcité, nous avons pris en exergue une citation de Condorcet, qui est un des grands hommes de la Révolution française, comme chacun ici le sait, qui a dit ceci: « Nous ne voulons pas que les hommes pensent comme nous voulons que les hommes apprennent à penser par eux-mêmes. » Et derrière cette affirmation, il y a une vision de la laïcité qui n'est pas partagée par tout le monde. Il y a une vision de la laïcité qui consiste à infuser une sorte de catéchisme républicain qu'on fait ingurgiter comme un plat, une boisson, je ne sais pas comment dire, une potion magique, comme si ça allait résoudre tous les problèmes. La démarche laïque, et ça a été dit aussi dans la formule que vous avez citée sur le ciment, c'est une construction. C'est acquérir son indépendance d'esprit, sa liberté de jugement, de faire appel à la raison. Et c'est quelque chose qui devrait inspirer plus souvent les déclarations politiques sur la laïcité. Alors c'est vrai, d'abord, anniversaire aussi, bien sûr, la loi du 9 décembre 1905, qui porte la séparation des églises et de l'État, et dont je vous dirai un mot dans un instant. C'est un anniversaire de plus dans cette période. La laïcité, il me semble que pendant des années, on l'a saluée de manière un peu rituelle. À l'époque où il y avait encore des banquiers républicains, on disait « Vive la République, vive la laïcité », et puis on passait à l'ordre du jour. On ne peut plus passer à l'ordre du jour. Enfin, l'ordre du jour, c'est la laïcité, qui est incroyablement manipulée, instrumentalisée, falsifiée. Et j'aurai l'occasion de vous donner quelques exemples frappants, au point que tout le monde s'y perd. Et que dans cet appel à la laïcité, il y a une espèce d'appel désespéré à quelque chose, un principe, une idée, une valeur qui nous permettrait de résoudre tous nos problèmes. Il faut commencer par dire que la laïcité est un outil puissant, mais qui ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Par exemple, les discriminations, par exemple, les politiques qui ne font pas place à la mixité sociale, qui sont des éléments décisifs pour que la laïcité fonctionne bien, qu'il y ait plus de mixité sociale et moins de discrimination. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors ce que je vous propose, puisqu'on est dans cette époque anniversaire, c'est de commencer par un très bref rappel historique, juste vous remettre quelques flashs, quelques coups de projecteur. Je crois que c'est toujours bon, comme citoyen, comme responsable, de savoir d'où on vient, et c'est spécialement indispensable dans cette spécificité française qu'est la laïcité. Alors, je pars de très loin en général quand je fais ce rappel, je pars de la Renaissance. Et vous allez me dire, mais pourquoi la Renaissance ? Le mot laïcité n'existe évidemment pas même le concept. Mais ce qui se passe à la Renaissance, c'est qu'il y a des hommes et quelques femmes qui ont une audace extraordinaire pour l'époque de décider de penser par eux-mêmes. C'est ça la démarche laïque, penser par soi-même, ne pas accepter le dogme, qu'il soit scientifique ou religieux. Et c'est l'esprit de la laïcité, l'émancipation de chacun pour le bénéfice de tous. Alors évidemment, ça ne suffit pas à faire naître la laïcité comme ça, par une sorte de miracle laïque, mais ça correspond à des échos qu'on a pas seulement dans l'Europe occidentale. Ça n'a pas un même mouvement que ce qu'on appelle nous la Renaissance, mais il y a eu d'autres Renaissances ailleurs, ou d'autres personnages. Je pense à Maïmonide le juif et à Averroès le musulman, qui dès les années 1100 ont décidé d'affirmer qu'on pouvait penser par soi-même. Et ils sont participants de cette Renaissance, eux, à leur manière aussi, pour montrer que c'est une notion qui est très large, sinon universelle. Alors je passe bien entendu très vite sur les Lumières, les philosophes, et je tiens à signaler d'ailleurs dans cette époque-là où les concepts se nouent,
pour les Lumières, comme pour la laïcité, il y a deux groupes qui sont prépondérants, quantitativement, les francs-maçons et les protestants. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve les uns et les autres. Les francs-maçons, pour la raison de conviction, je ne suis pas maçon moi-même, donc je ne suis pas en train de faire la propagande, on les retrouve dans leur ADN, et les protestants parce qu'ils ont tout simplement connu les guerres de religion. Autour des années 1600, il y avait 3 millions de protestants en France. Après, il y en avait 1 million qui étaient morts, disparus ou émigrés, y compris en Allemagne, où ils ont fait de belles carrières pour la Prusse. Donc, cette circonstance historique mérite d'être rappelée, parce que la laïcité, c'est aussi quelque chose, un principe, je vais vous le dire, plutôt qu'une valeur, qui protège les minorités. Notamment les minorités par rapport à la religion dominante. Du moins, pour autant que la religion dominante ne laisse pas de place aux religions minoritaires et surtout prétende dicter sa loi à la loi républicaine. Alors, 1789, c'est bien sûr notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là encore, même chose qu'à la Renaissance, le mot laïcité n'existe pas, l'idée à peine, mais il se passe quelque chose de très important dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est que les pères fondateurs ont posé la première pierre, le premier pilier de la laïcité, par un texte qui a inspiré des tas de textes ultérieurs, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce texte, pour ce qui est de la France, dit ceci: pour ce qui est de la France et de l'univers, parce que nous avons, nous Français, souvent la prétention de parler à l'univers entier. C'est parfois un peu ridicule, parfois c'est formidable, parce que les révolutionnaires de 89, quand ils ont fait la Déclaration des droits de l'homme, ont pensé à s'adresser à tous les hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est ce qui fait la force de la laïcité, c'est que c'est un principe universel et conçu comme tel. Donc cette déclaration, dans son article 10, dit, et chaque mot est important et chaque mot est précis à une époque où on écrivait mieux qu'aujourd'hui, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ça contient beaucoup de choses. Ça contient d'abord l'affirmation d'une liberté, y compris pour exprimer ses convictions. Parfois on dit la religion c'est une affaire privée ou vos convictions. Non, ce n'est pas qu'une affaire privée, vous avez le droit d'exprimer vos convictions à condition de ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de la société. Et on voit que c'est quelque chose qui ne concerne pas que les matières religieuses, pour toutes les opinions, même religieuses, mais pas que religieuses. Deuxième article important, je vais arrêter là les citations, c'est l'article 4 qui dit, en substance, la liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Donc 3 points importants. C'est la liberté, c'est d'abord la liberté, c'est d'abord une liberté. C'est pour ça qu'évidemment, ça a toute sa place dans cette semaine organisée par la fédération, la section lilloise de la Fédération des droits de l'homme, de la Ligue des droits de l'homme, pardon. Donc c'est une liberté, 2 limites, le fonctionnement collectif et les libertés des autres. Ça ne suffit pas, encore une fois, à installer la laïcité. Il y a des morceaux, il y a l'état civil qui revient à l'État, il y a un décret de 1795 qui crée une sorte d'état civil politique et non plus religieux, mais ça n'est qu'un tout petit début. Et le combat, il est en fait, depuis cette époque-là, et même avant pour certains, et ça c'est très français, d'autres ont d'autres histoires de combat. Les Américains ont d'autres histoires de combat dans les convictions religieuses ou autres. C'est le combat entre l'Église catholique et l'État. Et puis, quand elle arrive, entre l'Église catholique et la République. Et ce combat porte sur 2 fronts, si je puis dire, 2 terrains, et pas sans violence. Le premier, c'est qui fait la loi. Est-ce que c'est Dieu, interprété par une Église ou par une fraction d'Église, ou est-ce que c'est, quand on est dans un État démocratique, la démocratie, en tout cas les représentants du peuple? Ce débat est extrêmement vif. Ce sera une des raisons d'ailleurs d'opposition du pape et d'une partie des catholiques à la loi de 1905. Mais c'est tout à fait décisif. Et ça a été très bien exprimé par Jaurès. La laïcité, vous le savez, n'est pas anti-religieuse. J'allais dire même pas du tout, puisqu'elle garantit la liberté de culte, c'est-à-dire de pratiquer sa religion dans des édifices affectés au culte. Donc, ce qui est contenu là, ce qui est dit là, c'est que la religion a sa place qui est la sienne, ou les convictions, ou les croyances. Et la loi démocratique et républicaine a sa place, et qu'il n'y a pas de loi divine, quelle qu'en soit l'interprétation qui aille au-dessus. Il n'y a pas de charia. C'est le même problème, quelle que soit la religion. Et c'est une importance tellement grande que Jaurès l'a cristallisé en une formule,
la loi protège la foi aussi longtemps que la foi n'entend pas faire la loi. Tout est dit là-dedans. Juste une petite anecdote encore pour parler d'histoire. Dans les laïcs, il y a deux camps. Ils sont tous d'accord avec des nuances pour séparer les églises et l'État. Là encore, formule connue de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est la séparation. Mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils pensent des religions. Il y a une fraction importante emmenée par Émile Combes, notamment par Maurice Allard, député du Var, par un député de Saint-Étienne aussi, qui considère que les religions, c'est le mal absolu. On ne dit pas la religion, c'est l'opium du peuple, mais c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est qu'il faut éradiquer les religions, et pas seulement les séparer. Et donc l'un des leaders de ce groupe-là interpelle Aristide Briand, qui est le père vraiment de la loi, à qui on doit des merveilles de diplomatie, d'intelligence politique et d'équilibre, interpelle Aristide Briand. Monsieur le rapporteur, je tiens à vous féliciter, à vous remercier chaleureusement, vous et la commission, pour le travail considérable que vous avez accompli. Mais vous avez oublié une chose. Vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. Et Aristide Briand a cette réponse qui paraît extraordinairement intéressante par le raisonnement qu'il tient. Aristide Briand dit avec une pointe de malice la question de la soutane des curés qui paraît préoccuper si fort, monsieur le député. N'ayez aucun doute que si vous veniez à l'interdire, l'imagination combinée des curés et des tailleurs, si l'Église y trouvait son compte, trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Il ajoutait, nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. Je ne suis pas en train de dire que la question du voile islamique est la même chose que la question de la soutane, mais je vous livre ce raisonnement. La séparation ne se fait pas sans douleur, l'Église catholique met du temps à accepter. Le combat reste quand même un peu sur ce front-là, et puis sur le deuxième front, qui est l'éducation des enfants. Qui éduque les enfants? C'est la question de l'enseignement public, de l'enseignement privé, avec les batailles qu'on a connues, et qui ont abouti à un point d'équilibre dans le rapport de force, qui est jugé par certains allant déjà trop loin, jugé par beaucoup de laïcs n'allant pas assez loin. L'État peut subventionner l'école privée, c'est la loi Debré, à condition qu'elle accueille tous les enfants, sans distinction, qu'elle respecte les programmes de l'éducation nationale et qu'elle se soumette au contrôle de l'inspection de l'éducation nationale. C'est l'état des lieux. Mais on reste encore, on est à la fin du siècle précédent, dans cette question argent public pour l'école publique, argent privé pour l'école privée, qui est un des serments de Vincennes, enfin, un des leitmotifs du camp laïque. Et puis en 1989, un principal d'un collège de Creil exclut 3 jeunes filles qui portent le foulard. Et là, le devant de la scène, c'est plus le catholicisme, c'est l'islam. Avec un embrasement incroyable qui se fait en quelques jours, et nos chers intellectuels, j'ai en plus des gens que j'estime dans les deux camps, sont toujours prêts à grimper au rideau très très haut, très très vite. Munich de la pensée, Vichy de l'école républicaine. Et on a nos plus grands esprits qui s'affrontent là-dessus, ce qui facilite le débat serein, constructif et pédagogique. Toujours est-il que le débat existe, qu'il y a un problème réel, que le gouvernement est bien embarrassé, que le Conseil d'État dit s'il n'y a pas de loi, il faut faire du cas par cas. Il faut essayer de convaincre ces jeunes filles que dans l'école publique, on n'a pas de signe ou de tenue religieuse. L'éducation nationale essaye, ça ne marche pas, il y a beaucoup de contestations, beaucoup de procès, et on aboutit à une loi de 2004 qui est faite après la commission Stasi, et après une commission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré, et où, moi j'ai suivi ça de près, j'étais député à l'époque, et j'ai voté, comme la grande majorité de mes collègues, tous bords confondus, cette loi. Je me suis rendu compte, en discutant avec des parents d'élèves, des syndicalistes, des enseignants, des jeunes, qu'il y avait le cas de la crise d'adolescence, qui peut se traduire par punk gothique ou porter un foulard ou une jupe longue, ou la pression du papa, du frère, bien sûr. Mais quand les collègues parlementaires ont vu arriver à des auditions, une équipe d'avocats connaissant parfaitement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'État, ils ont dit ça, c'est une volonté de contrôle politique. Et ça suppose donc une réponse politique. C'est la raison pour laquelle il est interdit, désormais, dans l'école publique, de porter un signe, de manifester par une tenue, une appartenance à une religion. C'est tôt pour toute l'école, lycée, collège, et ça marche. Il n'y a plus de procès depuis longtemps, il y a peu de conflits qui se résolvent en général par le dialogue. Dernière étape de l'histoire, faite à grands coups de flash, la loi de 2010 interdisant de dissimuler son visage en public. Ce n'est pas une loi laïcité, c'est une loi de sécurité, d'ordre public. Il faut savoir que la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme, que donc n'importe quel citoyen
ou citoyenne française peut faire un recours devant la Cour européenne pour obtenir son droit si il ou elle estime qu'il est lésé. Il y a eu un recours contre la loi de 2004, proscrivant les signes religieux ostensibles à l'école publique. Aucun problème. La Cour européenne a validé, d'ailleurs elle a des raisonnements souvent tenant compte des réalités locales. Elle ne veut pas faire une loi européenne uniforme pour la Suisse, la France, l'Angleterre, etc. La loi interdisant la burqa, la loi dite anti-burqa, énorme débat, dont on trouve des traces dans la presse. Énorme débat à l'intérieur même de l'institution. Finalement, ils acceptent. La Cour européenne des droits de l'homme accepte. L'argument ordre public, elle le balaye presque. Ça sert d'ailleurs pour les casseurs dans les manifestations, le fait de dissimuler son visage en public. Alors, parfois c'est pour se protéger des gaz lacrymogènes, parfois c'est pour casser et ne pas être vu. Donc elle a une application autre que la burqa. Mais ils ont tenu ce raisonnement qui est assez étonnant. Ils considèrent que le fait de ne pas dissimuler son visage en public fait partie de la conception de la vie en société que l'on a en France. C'est une exigence de la vie en société. Alors d'un point de vue juridique, c'est une audace absolue et extraordinaire. Le vivre ensemble, il parle du vivre ensemble, dont nous parlons tous les jours ou presque. Il n'y a aucun texte européen, et pas même de texte français. Moi j'aurais mieux aimé que ce soit des députés européens ou français ou des sénateurs qui le disent, mais je crois que le raisonnement est juste. Le raisonnement est juste, ça touche à quelque chose qui est très profond et qui fait partie finalement des principes sur lesquels on vit en France. Voilà donc pour cet éclairage historique. J'étais un peu long, mais je pense que ça contient des racines par rapport au débat actuel. Dans les débats actuels, je voudrais juste vous proposer, pas plus qu'une définition, de la laïcité, qui me paraît assez simple, qui généralement peut être discutée par des grands spécialistes, mais qui fait consensus, en tout cas quand on est dans un débat de gens calmes et de bonne foi. La laïcité, on dit souvent c'est une valeur. Non. Ça a une importance de dire que c'est un principe et pas une valeur. La valeur, il y a rarement des textes qui définissent les valeurs. Le principe, il y a des textes qui le définissent. Et puis la valeur, ça peut avoir des valeurs, si j'ose dire, très, très variables. Vous prenez le dictionnaire à valeur, vous avez ce à quoi vous accordez de la valeur. Vous êtes bien avancé avec ça. Vous avez un joueur d'une équipe de foot qui a perdu, qui a dit « il faut qu'on revienne à nos valeurs ». Le joueur de l'équipe de rugby pourrait dire la même chose sans qu'on sache très bien quelles sont les valeurs portées par l'équipe de foot d'un côté ou l'équipe de rugby de l'autre. Donc le principe, c'est beaucoup plus puissant. C'est un principe, c'est des conséquences juridiques. Et ce principe se traduit concrètement par 3 piliers. Premier pilier, la liberté, je l'ai dit, 89 déjà. Ça veut dire qu'on est libre, la liberté de conscience, vous êtes libre dans votre fort intérieur de penser ce que vous voulez, on n'est pas en 1984, Orwell. La liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de changer de religion. Et chaque fois que je dis un exemple, on peut penser à des tas de pays où c'est pas acquis. Croire ou pas croire. Changer de religion. Ne pas avoir de religion. Toutes les variantes, athées, agnostiques, indifférentistes. Liberté de pratiquer son culte. Ça veut dire avoir un lieu convenable pour pratiquer son culte. Cette liberté, surtout par les temps qui courent, est extraordinairement importante. Parce qu'on oublie très vite, quand on est dans des débats concrets, que c'est un principe de liberté qu'il faut en effet, ça a été dit avant moi, défendre et préserver et protéger. Deuxième pilier, la neutralité de l'État. Et quand je dis l'État, en fait, c'est les services publics. C'est-à-dire les collectivités publiques, les délégations de services publics, les gens même de droit privé qui ont une mission de service public. Là, ils représentent la commune, le département, la France tout entière, et ils doivent être extrêmement neutres, n'avoir aucun signe permettant de connaître leurs appartenances religieuses ou d'ailleurs autres. Ça, pour nous, la neutralité, c'est la séparation des églises et de l'État, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est la garantie qu'on devrait être traité à égalité. Pas besoin d'être du bon parti, de la bonne religion, du bon syndicat pour faire valoir ses droits. Et le troisième pilier qu'on oublie souvent, qui n'est pas le moins important, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté? Ça veut dire que nous sommes tous différents, historiquement, génétiquement, par nos centres d'intérêt, nos points d'affection, nos engagements, notre histoire, l'histoire de nos proches, de nos amis, de notre famille. Et la République laïque nous dit, c'est une chance d'avoir cette diversité, ces différences. C'est une chance, ce n'est pas négatif. À condition que vous n'oubliez jamais que nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, d'abord des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Là encore, notion très abstraite, le citoyen. Il n'y a pas de texte qui dise comment il faut faire pour être citoyen.
Mais en fait, comment il faut faire pour les citoyens? Il faut vivre, il faut s'engager, il faut vivre des solidarités. Et puis, s'appeler citoyen, citoyenne, c'était ce qu'on disait à la Révolution française, comme un signe de fraternité qui voulait dépasser les classes sociales. Donc vous voyez qu'on trouve liberté, égalité, fraternité, mais avec des conséquences assez précises. On pourra prendre des exemples tout à l'heure dans le débat si vous le souhaitez. Il ne faut pas mettre d'adjectif à laïcité. Si vous dites laïcité de combat, inclusive, exclusive, positive, vous la tirez vers vous. Elle se suffit à elle-même. Il faut l'appliquer, des principes, avec fermeté et sérénité. Et il y a beaucoup de jurisprudence qui permet de guider la manière d'appliquer ce principe. Et beaucoup de cas de conflits qui peuvent être résolus. On pourra en parler tout à l'heure. Ça fait combien de minutes? Une vingtaine. Une vingtaine. Bon, ça va permettre de m'acheminer vers ma conclusion. On pourra prendre des exemples tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en m'interrogeant avec des amis, avec des chercheurs, sur les raisons de cette flamme qui entoure les débats sur la laïcité, j'ai compris que c'était lié aussi à des questions d'identité personnelle ou d'identité nationale. Et je crois qu'on doit parler aussi de ce qu'est de la France, pour nous. Et pas seulement parce que certains en font le mauvais usage que vous connaissez. Mais au fond, quand on parle de laïcité, on touche à des fondements essentiels. Et on voit bien que derrière ça, il y a deux manières de voir la société, deux manières ou trois de voir la France. Et deux ou trois manières de voir les gens qui sont d'origine étrangère. Il y a l'assimilation. Vous faites tout comme les Gaulois blonds catholiques qui sont, d'après Nadine Morano, nos ancêtres à tous. Le deuxième poids, c'est le multiculturalisme érigé en doctrine. C'est bien d'avoir des tas de cultures différentes parce qu'on s'enrichit. C'est une position que je respecte qui n'est pas la mienne, parce que je pense que c'est contraire à la notion de citoyenneté. Qu'on ait une société en partie multiculturelle, ça se discute. Que ce soit un but en soi, non. Le but en soi, c'est qu'on se rassemble pour faire nation. Et donc il y a une troisième voie qui est l'intégration. Une société où on reste soi-même, mais on participe à la création de la vie collective, au fonctionnement de la République. Et dans les débats sur la laïcité, des partisans d'une laïcité extrêmement négative et rigide. Il y a des textes qui sont sortis récemment qui sont proprement effrayants. Je ne parle pas de la loi telle qu'elle est votée, qui pose déjà des problèmes, la loi dite anti-séparatisme, on en parlera si vous le souhaitez, bien sûr. Je parle de certains amendements qui ont été adoptés, qui consistent en fait à interdire les signes religieux partout. Le voile. On a une fixation sur le voile en France. Bon, on pourra en débattre aussi de ce qu'on en pense et ce que ça veut dire. Mais il y a un amendement sénatorial, enfin de la droite sénatoriale, qui disait qu'il était interdit à tout mineur de moins de 18 ans, dans la rue, de porter un signe ou une tenue manifestant une conviction religieuse. Donc les policiers qui n'ont rien d'autre à faire, les gendarmes, vont demander leur identité aux jeunes. 18 ans et demi, très bien, tu peux garder ta kippa, ta croix, ton foulard. 17 ans, 135 € d'amende. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Bon, c'est comme je sors un peu de mon domaine, mais comme le moratoire sur l'immigration, on va mettre des policiers et des gendarmes tout au long des frontières de France pour vérifier qu'il n'y a plus d'immigrés qui rentrent. Bon, je discute là de la faisabilité et pas seulement de l'objection politique que j'ai. La réalité, c'est qu'il faut construire cette solidarité en se connaissant mieux, en ayant beaucoup moins de discrimination, en ayant beaucoup plus de mixité sociale, ce qui n'est pas facile, mais il y en a qui réussissent, il faut connaître ces leçons, et non pas en interdisant, contrôlant, au point que des grands chercheurs spécialistes de la laïcité, et je fais mienne leurs conclusions, disent qu'on est en train de passer d'une laïcité de liberté à une laïcité sécuritaire, à une laïcité de contrôle. Et c'est cet enjeu dont je vais parler avec vous au cours de notre échange. Merci beaucoup.